Bon, je suis impressionné par le nombre de questions et ça fait penser à une série que j'affectionnais beaucoup quand j'étais adolescent, Mission Impossible. Ça s'autodétruira dans quelques secondes. Donc, bon, je ne sais pas si je vais réussir à répondre à tous, mais j'ai essayé de faire un petit classement et pour essayer d'en dire quand même quelque chose. Il y a une question qui revient plusieurs fois sous différentes formes, c'est un peu des questions liées aux représentations que nous avons des jeunes. De manière générale, est-ce qu'il s'agit que de représentations? Est-ce que c'est la réalité? Comment déconstruire aussi les représentations? Alors, je le cite souvent, mais vous l'avez peut-être déjà vu, il y a un chercheur montpelliérain qui s'appelle Joseph Roussel, que les travailleurs sociaux connaissent bien, qui s'était amusé il y a quelques années déjà, lorsqu'il était formateur à l'IRTS de Montpellier, avec des étudiants, à essayer de faire un petit travail historique, c'est-à-dire retrouver toutes les phrases écrites que des vieux avaient pu écrire sur des jeunes. Bon, ça a beaucoup circulé, Le Monde en 70, ou soit avait fait un petit truc aussi, donc on les retrouve sur Internet facilement. La plus connue qui circule le plus, c'est celle de Socrate, enfin qu'on prête à Socrate, parce que c'est pas sûr. Mais c'est assez extraordinaire de voir dans toutes ces phrases dites par des vieux sur des jeunes, que ce sont toujours des appréciations extrêmement négatives de la jeunesse, et une nostalgie de leur propre jeunesse. Et de mémoire, comme ça, je me souviens qu'il y en avait une qui disait « Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur, cette jeunesse ne sera jamais comme la jeunesse d'autrefois, la fin du monde ne peut être loin ». Et c'était une inscription qui avait été découverte dans les ruines de Babylone et datée au carbone 14 de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc bon, on a encore un peu de marge. Hein, voilà. Alors, sur la question des représentations, je pensais vous proposer une petite anecdote. Vous avez peut-être remarqué que j'aime beaucoup les anecdotes, mais pour moi, c'est des vignettes cliniques. Voilà. Anne rappelait le bonheur que nous avions eu de travailler ensemble à l'UIFM, qui ne s'appelle plus l'UIFM d'ailleurs, qui s'appelle l'ESP maintenant. Je participais un petit peu à un master à destination des CPE, les conseillers principaux d'éducation. Et il y a 2 ans de cela, 2 étudiants, Guillaume et Elsa, viennent me voir à la fin de mon cours en me disant « Écoutez, on aurait un petit truc à vous demander. Voilà, on est tous les 2 en stage au collège Solignac, au Neuhof, donc zone d'éducation prioritaire, et grâce à la CPE là-bas et au proviseur, on a réussi à mettre en place une semaine banalisée pour 6 classes, c'est-à-dire une semaine où les 6 classes n'ont pas cours, mais où c'est des thèmes, et ils avaient choisi une semaine banalisée sur le thème de la différence. Ils avaient beaucoup axé cela sur le handicap. Donc ils avaient fait venir des personnes handicapées pour discuter avec les collégiens. Ils avaient même eu une belle idée, c'est de faire venir une équipe de handisport, de joueurs de basket en fauteuil roulant, qui avait disputé une partie de basket avec les adolescents valides, qui avaient pris une piquette, donc ça avait un peu remis les pendules à l'heure. Et donc la proposition de Guillaume et d'Elsa, c'était de dire, voilà, vendredi, ça va se terminer par un grand goûter avec tous les enfants et tous les adultes qui ont participé à la semaine. Mais avant, on aimerait quand même qu'il y ait un bilan. Hein, est-ce que vous seriez d'accord, Thierry, d'animer avec les 6 classes qui ont participé, 45 minutes pour chaque classe, un petit débat final? Et j'ai dit oui. Et après, je me suis dit, mais j'aurais mieux fait de dire non. Oui, mais ça, voilà, hein, on dit souvent oui, on se rend pas compte après. Parce que je me suis dit, c'est vendredi, fin de semaine, ils en auront marre, ils attendront le goûter, ils ne me connaissent pas, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter, etc. Et donc, pour m'aider, j'ai utilisé un petit outil que m'avaient prêté des collègues belges. Parce que les Belges, wallons et flamands d'accord pour une fois, avaient organisé pour tous les collégiens de Belgique un sondage sur le seuil de tolérance. Donc tous les collégiens et collégiennes belges avaient passé, un peu par leur prof principal, un petit questionnaire anonyme de 35 questions fermées, c'est-à-dire auxquelles on ne peut répondre que par oui ou pas par non,
Ces 35 questions étant toutes formulées de la même manière. Pourrais-tu être ami avec? Avec un a priori des amis du même âge. Il n'y a pas de question, pourrais-tu être ami avec un adulte? Donc, pourrais-tu être ami avec un camarade handicapé physiquement? Pourrais-tu être ami, etc. Voilà. Donc, j'ai rencontré ces 6 classes qui ne se sont pas côtoyées parce qu'elles avaient une autre activité pendant que j'en voyais une, donc elles n'ont pas pu échanger en disant « le vieux va vous demander telle question ». Et de manière tout à fait étonnante, ces 6 classes ont répondu exactement de la même manière à ces 35 questions. Alors, je veux juste donner une petite précision quand même pour que ce soit très clair. Ce que je vous raconte n'a aucune prétention scientifique, parce que ce n'était pas un questionnaire fait méthodologiquement de manière rigoureuse, c'était un questionnaire qui était juste support à une discussion. Donc, ne le prenez pas comme un absolu. Mais quand même, ça donne une indication. C'est-à-dire que sur les 35 questions, les 6 classes ont répondu oui à 33 et non à 2. Les 33 questions auxquelles ils ont répondu oui, ils ont répondu, je dirais, avec la fraîcheur de l'enfance, hein, c'est des 11-13 ans. Hein. Pourrais-tu être ami avec quelqu'un d'une autre couleur de peau que toi? Bah oui, monsieur, regardez, il est jaune, elle est brun, moi je suis noir, il n'y a pas de souci, monsieur. Okay. Par contre, les 2 questions auxquelles ils ont répondu non ont tranché, surtout par la parole des garçons, ils surplombaient un peu la parole des filles. Ça va pas être, monsieur, vous êtes tout fou, quoi. Donc, il y a 2 catégories de camarades impossibles pour les petits collégiens et les petites collégiennes de Solignac, a priori. Voilà. Les homosexuels. Alors, effectivement, première catégorie, un camarade ou une camarade homosexuelle, et la deuxième? Les filles. Non. Les molosses. Non. Oui, les juifs. Oh ouais. Les juifs. Alors, vous voyez, pourquoi je vous raconte ça, c'est pour répondre aux différentes questions. Voilà. Alors, il y a des collègues de travail qui m'ont dit « T'aurais dû leur dire que tu étais juif et homosexuel. » Oui, mais c'est ce que je pensais, voilà, tu l'as entendu. C'était des réponses collectives. Oui, c'était tout à fait. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de rigueur scientifique, puisque c'était prétexte à un débat, c'était des réponses collectives. Et sans doute, si j'avais fait un questionnaire anonyme, méthodologiquement plus précis, j'imagine, j'en sais rien parce que je ne l'ai pas fait, mais j'imagine que ça aurait été plus contrasté, que les paroles des filles auraient peut-être été plus douces que celles des garçons. J'imagine, j'en sais rien. Voilà. En Belgique, ils ont fait de manière écrite. Oui, oui. Et il y a des résultats, vous pouvez les trouver sur Internet, ça date maintenant de 4-5 ans, l'enquête, mais elle avait donné des résultats assez intéressants, d'ailleurs, et un peu étonnants. Je n'ai plus toutes les chiffres en tête, mais je pense par exemple que ce qui nous avait étonné quand on avait dépouillé ça en Belgique, à Bruxelles, on s'attendait à avoir un peu plus d'intolérance dans les établissements privés, confessionnels, un peu... voilà. Bon, et pas du tout. Voilà, on avait trouvé un niveau de tolérance assez important. Voilà, par exemple. Une chose un peu étonnante. Voilà, mais si je vous raconte ça, c'est pour répondre aux différentes questions qui ont été posées sur la question des représentations. Parce que finalement, ces petits, de 11 à 13 ans, qui ont répondu comme ça collectivement à ces 35 questions, ils sont exactement comme nous. C'est-à-dire qu'ils sont des êtres construits socialement. Parce que nous sommes construits par nos environnements. C'est quand même pas tout à fait pareil de naître à Strasbourg ou de naître à Kandahar. Nous sommes construits par notre éducation. Nous sommes construits par notre culture. Et dans la culture, vous avez une religion. Nous sommes construits par nos histoires de vie. Nous sommes construits par nos événements, les événements que nous avons vécus. Et enfin, nous sommes construits par nos rencontres. Et il nous faut toute une vie. Et je suis désolé d'être un peu pessimiste ce matin, toute une vie n'y suffit pas pour déconstruire toutes les représentations que ces 6 corpus ont engrammées chez nous. Et après hein après on prend l'apéro là-haut. Voilà. Ce qui... toujours sur la question des représentations, je prends comme ça un peu des questions au
fur et à mesure qu'elles arrivent. Quelque chose qui nous a beaucoup étonné au niveau du labo, c'est que dès que nos travaux sur les conduites à risque ont commencé à être connus, on a été appelé beaucoup, et on est toujours beaucoup appelé, par des associations de parents, par des établissements scolaires, rarement pour de la prévention ou une conf introductive, mais plus pour des choses qui s'apparentent à du débriefing. Voilà, il s'est passé un clash, il y a eu de la vente de shit dans la cour de récré, il y a eu une grosse bagarre, il y a eu du jeu du foulard, il y a eu une tentative de suicide, il y a eu un conseil de discipline avec tel ou tel fait, etc. Et donc on vient demander un peu à l'expert extérieur d'expliquer ce que c'est, d'expliquer ce que ça veut dire cette conduite à risque pour essayer de comprendre. Voilà. Ce qui me fascine, et ce qui me fascine encore aujourd'hui, c'est que avec les adultes, en éducateurs au sens large, c'est-à-dire des éducateurs naturels que sont les parents, aux éducateurs professionnels que sont les enseignants, les travailleurs sociaux, il y a une profonde amnésie sur tout ce qui touche deux sujets. Autrement, toutes les autres conduites à risque, on peut en parler sans aucune difficulté, presque sans aucune difficulté. Mais il y a deux, alors là, c'est violence, sexualité. Violence et sexualité. On a l'impression que les parents ont vécu leurs propres adolescences sans montée de testostérone et sans... voilà. Et il faut de temps en temps qu'il y ait un papy ou une mamie dans la salle pour remettre un peu de bon sens et dire « Eh oh, hein, t'étais pas un ange. Hein. » Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Une question sur la majorité à 18 ans. Donc ça, je l'ai vu passer, et en tant que travailleur social, je peux vous dire que ça a été une catastrophe, parce que les travailleurs sociaux qui bossaient en institution pour adolescents se sont retrouvés dans la mouise avec des gamins qui avaient entre 18 et 21 et qui pensaient avoir un peu de temps et qui étaient sommés d'être... Et on est dans ce paradoxe extraordinaire que les démographes nous montrent que l'âge médian de l'autonomie financière c'est 28 ans en moyenne, que même l'âge médian de la décohabitation c'est 22 ans, et on demande aux jeunes les plus en difficulté d'être autonomes totalement à 18 ans. Voilà. Hein, avec des protections jeunes majeures, là, Denis Crelotte c'est sûrement quelque chose, où les conseils généraux se sont complètement désengagés de cette affaire-là, la PJJ est exsangue et n'en a plus les moyens, donc c'est une vraie catastrophe. En même temps, il y a une autre question, c'est que, indiscutablement, en créant cette adolescence interminable, nous avons aussi infantilisé nos enfants. Nous les avons infantilisés, nous les avons déresponsabilisés. Ça rejoint aussi un certain nombre de questions que vous posez sur l'engagement. Un petit truc, je ne sais pas s'il y a des profs d'histoire dans la salle, hein, mais un petit truc marrant comme ça à redécouvrir, même si c'est un peu atypique, c'est le siècle de Louis XIV. Louis XIV, il a 5 ans quand son père meurt. C'est un peu jeune pour être roi. Donc il est mis sous la tutelle de Mazarin. Voilà. Et à 14 ans, il est couronné roi. Bon, et qu'est-ce qu'il fait à 14 ans? Il nomme ses potes ministres. Fouchy, 14 ans, ministre du budget. Condé, à peine 15 ans, général de toutes les armées, etc. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs du siècle de Louis XIV que c'est le siècle des adolescents. Vous imaginez, là, si autour de François Hollande, ça irait peut-être mieux, hein. Voilà. Nous avons infantilisé. Françoise Dolto avait fait une proposition peu de temps avant sa mort. Elle avait évoqué le fait que nous avons tout un tas de majorités relatives dans notre code civil et pénal. L'âge auquel on peut aller en détention, l'âge auquel on est pénalement responsable de ses actes. Donc il vaut mieux brûler le collège avant 16 ans qu'après 16 ans. Voilà, etc., etc. La majorité sexuelle, hein, qui fait couler encore aujourd'hui beaucoup d'encre. Toutes ces... L'âge du mariage, etc. Et donc je pense que la plupart, vous savez, le code pénal, ça commence par, le premier article, c'est « Nul n'est censé ignorer la loi », suit 735 pages écrites toutes petites, que je suppose que vous connaissez tous par cœur. Voilà. Mais, et évidemment, les enfants, comme nous, ne les connaissent pas.
Françoise Dolto avait proposé de rabaisser toutes les majorités à 13 ans. Elle avait proposé ça en 1980, elle avait proposé de ramener tout ça à 13 ans, comme elle était, en disant que 13 ans, pour elle, c'était l'âge de la maturité des choix. Elle était déjà d'un âge bien avancé, elle a été écoutée, on lui a dit « Merci Madame Dolto, nous allons y réfléchir », ils y réfléchissent encore. En 2003, il y a eu un rapport très important au Sénat qui était présenté par un sénateur haut-rhinois qui est décédé depuis, Jean-Louis Laurin. S'appelait Laurin pour un Alsacien, c'est pas mal. Voilà. Donc Jean-Louis Laurin, en 2003, avait présenté un rapport au Sénat sur la question des adolescents en difficulté, avec un certain nombre d'experts. Et parmi ces experts, il y avait le pédopsychiatre Patrice Ware, qui avait repris l'hypothèse de Dolto en étant un peu plus mesuré et en proposant de rabaisser toutes les majorités à 15 ans. Mais là encore, les sénateurs lui avaient dit « Merci beaucoup, docteur, nous allons y réfléchir. » Il y a tout un tas de questions, parmi vos questions, sur les rites qui existaient, qui n'existent plus, qui devraient exister, qui pourraient exister, etc. Bon. Les rites de passage, vous savez, il y a une question qui intéressera sûrement le MAN, qui est une question qui intéresse l'anthropologie depuis la nuit des temps, c'est est-ce qu'il y aurait des invariants sociaux à notre humanité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait quelque chose de manière totalement absolue et indiscutable qui ferait notre humanité et qui distinguerait les sociétés humaines des sociétés animales? Voilà. Les ruches, les termitières sont très industrieuses, donc voilà, il y a des sociétés comme ça, animales un peu organisées. Mais est-ce qu'il y aurait des choses? Et c'est vrai que l'anthropologie est en grande ébullition, parce que pratiquement tous les invariants qu'on pensait être des invariants à notre humanité sont tombés les uns après les autres. On a pensé pendant très longtemps qu'un invariant aux sociétés humaines, c'était le tabou de l'anthropophagie. En se disant, quand même, on ne se bouffe pas entre nous, enfin on se bouffe le nez, quoi, symboliquement, mais on ne se bouffe pas entre nous. Voilà. Et puis, force a été de constater, même si ça n'est plus le cas aujourd'hui, que des sociétés ont été anthropophages, non pas pour se nourrir, évidemment, mais simplement avec cette symbolique et cet imaginaire qu'en incorporant une partie de l'ennemi, on incorpore sa force, son esprit, etc. Bon. Donc ce tabou-là est tombé. Un autre tabou extraordinaire, c'est le tabou de l'inceste. Alors on se dit, quand même, hein, on parlait de l'échange des femmes tout à l'heure, on va quand même chercher femme ailleurs que chez soi, quoi, hein, voilà. Et il a fallu, c'est quand même assez récent, il a fallu que ce soit Philippe Descola, élève de Lévi-Strauss, actuel professeur au Collège de France, grand spécialiste du bassin amazonien, qui nous apprenne que dans le bassin amazonien, le tabou de l'inceste n'existe pas. Précision, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'inceste. Les Amazoniens aussi, en général, ils trouvent que c'est plus cool d'aller chercher femme ailleurs que chez eux. Mais si un Amazonien ne cherchait pas femme ailleurs que chez lui, il serait juste jugé comme un gros bêta. Et ça ne ferait pas tabou. Le tabou est ailleurs. Donc ce tabou-là aussi est tombé. Lévi-Strauss a eu une chance extraordinaire, c'est d'être publié dans la Pléiade de son vivant. Il avait juste demandé qu'on ne mette pas un chapitre des structures élémentaires de la parenté, parce que là encore, il avait pensé, mais c'est vrai au début du XXe siècle, que ce qui caractérisait les sociétés humaines, c'est que quand même, pour se perpétuer, il faut faire famille. Et que pour faire famille, il y a l'indiscutable du biologique, un homme, une femme, un spermatozoïde, une ovule, et puis qu'après, il y a une éducation qui est donnée en général par papa, maman, ou substitut de papa, substitut de maman, avec un peu de variantes dans le patrilinéaire, le matrilinéaire, le patrilocal, le matrilocal, etc. Bon, enfin voilà, point barre. Et c'est un élève de Lévi-Strauss, aussi, qui a foutu en l'air la théorie du maître. C'est un petit ethnologue qui s'appelle Tsai Hua, qui a découvert en Chine, son pays, une société
qui fout en l'air la théorie de Lévi-Strauss. Et évidemment, après, une fois que Lévi-Strauss a dit « Ah ben oui, tiens, il a raison, mon élève », ben plein d'autres chercheurs ont découvert des sociétés qui, effectivement, ne rentraient pas dans le schéma de la famille de Lévi-Strauss. La société que Tsaiwa a étudiée, c'est les Na, dans le Yunnan, qui est une société extraordinairement non violente, qui est réputée pour sa non-violence, une société paisible d'agriculteurs. Et c'est une société, le livre que Tsaiwa leur a consacré, le titre dit tout, c'est les Na, une société sans père ni mari. Il y a pas les enfants n'ont pas de papa et les femmes n'ont pas de mari. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, qu'il faut supprimer les pères et les maris pour arriver à une société non violente. Mais voilà une société qui ne connaît pas les papas et qui ne connaît pas les maris, et ça marche. Quel est l'effectif de cette société? Alors, les Na sont une minorité. Vous savez qu'en Chine, on a un problème avec la Chine, c'est qu'on n'a pas les chiffres exacts. Mais on peut imaginer qu'il y a à peu près 1 milliard de petits Chinois. 90% des Chinois sont des Han. Les Na que Tsaiwa a étudiés dans le Yunnan sont 30 000. Donc 30 000, aux côtés du milliard, vous voyez, c'est peanuts. Voilà. Et Mao Tse-tung et ensuite Deng Xiaoping on ne supportait pas les Na parce que les Na ne rentraient pas dans le schéma de la révolution communiste. Ils ont tout fait pour essayer de flinguer la culture Na. Ils n'ont pas réussi, ni l'un ni l'autre. Ils ont essayé d'imposer le mariage, ils ont essayé d'imposer la régulation des naissances. Ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, malheureusement, la culture Na est flinguée. Et les Na vont très très mal. Mais ce n'est pas grâce à Mao ni à Deng Xiaoping, c'est à cause des deux plaies les plus terribles. Je ne devrais même pas vous le dire d'ailleurs, parce que c'est les deux trucs, non, c'est même pas ça, les deux trucs les plus efficaces pour tuer une culture. Le tourisme, et précisément dans le cas des Na, le tourisme sexuel. Et la deuxième, encore pire que le tourisme sexuel si c'est possible, ça commence par E, E accent aigu. L'école, exactement. Parce qu'ils ont importé l'école des Han chez les Na, et c'est foutu. Voilà. L'école, ça peut être la pire et la meilleure des choses. Voilà. Donc, alors, sur les rites, donc, il y a évidemment, nous avions... Si j'ai évoqué ces invariants qui sont tombés, c'est peut-être un des derniers invariants sur lequel on s'accorde anthropologiquement, c'est les rites de passage, c'est-à-dire que les hommes se sont rendus compte assez tôt que pour affronter les épreuves de la vie, que ces épreuves soient collectives ou individuelles, on était plus fort ensemble. C'est un ethnologue français, Arnold van Gennep, en 1909, qui a conceptualisé ça en appelant ça les rites de passage. Les rites de passage, il y en a des tonnes. On peut faire un catalogue 3 suisse de tous les rites de passage, mais il y en a 4 qui sont plus fondamentales que les autres. C'est les rites d'enfantement, les rites de puberté sociale qui permettent de passer du monde des enfants au monde des adultes, les rites d'alliance, mariage, et les rites de funérailles. Et on peut dire d'une certaine manière que ce qui caractérise la modernité, c'est l'effritement des rites. C'est-à-dire que si on regarde cette 4 séries de rites, déjà on peut se rendre compte que la puberté sociale a disparu puisqu'on a remplacé ça par l'adolescence, et puis que les 3 autres, si on les résume prosaïquement en naissance, mariage et mort, ils ont un sacré coup dans l'aile. Pour une raison très simple, qui distingue d'ailleurs les sociétés traditionnelles des sociétés modernes, c'est que dans une société traditionnelle, l'individu, c'est peanuts. L'individu s'efface devant le collectif. Dans tous ces rites de passage, toute la tribu est là, parce que c'est important d'abord pour la tribu. Si ça fait un peu de bien à l'individu, tant mieux, mais l'individu, il s'efface devant le collectif. Chez nous, c'est exactement l'inverse. C'est le collectif s'efface devant l'individu. Si quelqu'un vient vous voir, il faut que tu baptises ton gamin, il faut que tu te maries, tu vis dans le péché, on l'envoie balader en disant « je fais ce que je veux ». Voilà. En même temps, c'est pas aussi simple que ça, parce que je pense à Maurice Godelier, qui est un de nos grands anciens, là maintenant que Lévi-Strauss est parti au paradis des anthropologues,
Le suivant en âge, c'est Godelier. Et Godelier, un jour, s'est énervé parce qu'il y avait un journaliste qui disait « Ouais, c'est parce qu'on est dans des sociétés de plus en plus individualistes que tout va mal. » Et Godelier s'est énervé en disant « Non, nous ne sommes pas dans des sociétés de plus en plus individualistes. Nous sommes dans des sociétés qui isolent de plus en plus l'individu. C'est pas tout à fait la même chose. » Et le grand drame, auquel vont être confrontés les éducateurs, les travailleurs sociaux, c'est l'isolement. C'est les solitudes des plus précaires, des vieux, des pauvres, des handicapés, etc. Après, nous avons tous besoin de rites. Il faut se méfier, je disais en aparté à la pause, il y a quelque chose de... Je suis un passionné des rites. Là, vous pouvez, si vous êtes... Il faut appuyer sur le bouton pour dire stop, hein, parce que sinon, je parle 3 jours et 3 nuits des rites. Hein. Pas le foot. Oui, bon. Joker. Mais je suis allé une fois au foot avec un de mes filles, mon Dieu, voir Strasbourg, Racing, Paris Saint-Germain, my God. Bon, enfin, oublions. Qu'est-ce que je disais? Oui, les rites, c'était le sujet de ma thèse. Les rites, c'est extrêmement important. Je dis souvent à mes étudiants que la définition la plus simple du rite, c'est y mettre les formes. Y mettre les formes. Quand vous voulez respecter quelqu'un, quand vous voulez accueillir quelqu'un, quand vous voulez le mettre à sa juste place, vous y mettez les formes. Si vous accueillez des amis très chers que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, vous allez faire le ménage, sortir la jolie nappe, la vaisselle, faire vos plats fétiches, etc. Bon, y mettre les formes, vous ritualisez. Voilà. Donc, mais en même temps, les rites, il ne faut pas être angélique non plus. Les rites de passage dans les sociétés traditionnelles, il y en a qui sont d'une rare violence. Les plus grands propagateurs de rites, c'est les sectes. Les sectes, hélas, ont compris que les gens fragiles ont encore plus besoin que nous, les petits normopathes, de rites, donc ils leur en donnent à l'indigestion. Voilà. Donc, à nous peut-être d'essayer de réinventer des rites de passage qui nous correspondent, voilà, bon, moi je pense avec, par exemple, un petit moment d'émotion, puisqu'on n'est pas loin des Vosges et que je suis d'origine vosgienne. Mon papa a fait un petit rite de passage vosgien à un moment donné. C'est-à-dire dans la tradition vosgienne, qui est une tradition de bûcheronnage, on considère que le garçon est devenu un grand quand il est capable de maîtriser le feu. C'est-à-dire de faire un feu, mais aussi de le maîtriser, de l'arrêter, de l'éteindre. Et donc il devient, dans le patois vosgien, ce qu'on appelle un firou. Et c'est le père qui dit à la communauté des adultes, voilà, mon fils est un firou. C'est-à-dire, je lui ai appris, je lui ai transmis. Et mon père m'a fait firou, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans, il m'a emmené en forêt, on a fait un feu, il m'a expliqué comment le contrôler, etc. Puis il a dit à tous ses potes, le soir, autour de la bière, voilà, mon fils est firou. Voilà. J'ai essayé de faire ça avec mon fils, ça l'a un peu gonflé. Voilà. Donc il faut trouver des choses qui correspondent. Voilà. Alors, on peut évidemment inventer des rites de passage pour des jeunes. Alors, la PJJ, à un moment donné, était très gourmande au niveau des équipes éducatives de voyages à l'étranger, de grands périples un peu aventureux, etc. Donc vraiment sur l'idée d'un rite de passage, de projet à connotation pédagogique. Et puis malheureusement, comme souvent, il y a 2 ou 3 pervers qui en ont profité et qui ont fait la une de faits divers, à côté de tas d'autres expériences plus humbles, plus modestes, dont on ne parle pas, et qui étaient juste merveilleuses. Et du coup, la PJJ s'est rendue compte qu'elle n'avait pas les moyens de contrôler ce qui se passait en dehors du territoire français. Donc, du coup, elle a fait en 2005 une circulaire qui était juste sans doute nécessaire, mais qui est juste terrifiante. C'est-à-dire que quand vous la lisez, vous n'avez plus du tout envie de faire un projet, parce qu'il faut 5 kilos de paperasse administrative pour pouvoir donner toutes les garanties, etc. Mais il y avait de très beaux projets.
J'ai longtemps participé à la formation des éducateurs de la PJJ qui étaient dans ce type de projet, et je les invitais à regarder de très près ce que disait Van Gennep des rites de passage. Alors, pour aller vite, Van Gennep s'était rendu compte que partout sur la planète Terre, pour les autres planètes on verra plus tard, les rites de passage se déroulent toujours en 3 temps. Je ne peux pas rentrer dans le détail, ce serait trop long, mais pour le dire de manière très simple, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. C'est-à-dire, on pourrait dire, il y a une préparation à l'initiation, il y a l'initiation proprement dite et un après-initiation. Et j'invitais beaucoup les éducateurs à réfléchir à ça, parce que les projets ritualisés qui fonctionnaient, c'était les projets qui respectaient les temps. Si vous prenez un gamin et que vous l'emmenez tout de suite dans l'aventure, ben vous le traitez comme un colis en souffrance. Je veux dire, il ne va pas adhérer, il va faire exploser, là encore, le truc. Et si vous vivez une aventure très forte avec des jeunes, mais qu'une fois que l'aventure est vécue, bon bah ciao les petits gars, bye bye, et ben vous avez 6 mois après des gamins en pleine décompensation, parce qu'ils ont vécu quelque chose de très fort, mais après on les a lâchés. Donc il faut penser l'avant, le pendant, l'après, et là il peut y avoir des choses tout à fait étonnantes. Alors on me posait il y avait plein de questions sur Josiane. Voilà, je ne sais pas ce qu'est devenu Josiane, je ne l'ai pas revue, mais elle avait à peu près 25 ans en 1974, voilà, donc elle était, pour vous donner son âge. Alors elle inventait plein de choses en termes de rites de passage pour les trucs, mais elle en avait un qui était quand même assez étonnant. Alors je ne vais pas vous les raconter tous parce que là... Se plaint-elle des jeunes et regrette-t-elle son passé? Sûrement. Mais juste pour vous raconter un truc qui est quand même assez fascinant, parce qu'à l'époque j'avais pas lu Lévi-Strauss quand j'ai découvert ça, mais après je me suis dit quand même, punaise, elle est forte la Josiane. Un des trucs qu'elle demandait assez fréquemment aux petits gars qui voulaient entrer en bande, dans sa bande. Alors sa bande, c'était la bande de l'Araignée, donc ils avaient tous tatoué une petite araignée artisanalement sur le poignet. Mais pour entrer dans la bande, elle demandait aux gamins d'aller place Kléber, qui est le centre-ville de Strasbourg, et là où il y a actuellement l'Aubette, il y avait un passage dans lequel il y avait des photomatons. Et Josiane demandait aux petits garçons d'aller se photographier, non pas le visage, mais le sexe, et de ramener cette photo en prouvant, au sens propre comme au sens figuré, qu'ils en avaient et qu'ils pouvaient donc rentrer en bande. Vous savez, c'est assez extraordinaire de voir ça, parce qu'on se dit, je ne pense pas que Josiane avait rencontré Lévi-Strauss ou lu Lévi-Strauss, mais bon, quand même, dans les rites de puberté sociale, il y a une partie de... L'objectif est double. C'est pas seulement de faire d'un enfant un adulte, mais c'est aussi d'en faire un adulte sexué, c'est-à-dire soit un homme, soit une femme. Et donc elle avait, d'une certaine manière, bien pigé intrinsèquement les choses. Voilà. Il y avait des filles sur la bande? Oui, il y avait des filles. Il y avait des filles. Elles faisaient comment? Elles avaient le pouvoir. Elles avaient le pouvoir, et ça me permet de vous dire autre chose que j'aurais bien voulu développer aussi tout à l'heure. C'est que 1974, quand j'arrive dans ce club de prévention, je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont de ma génération, ça vous parlera, on est dans l'après-mai 68, c'est la mode hippie, baba cool. Je me souviens d'un prof à l'école d'éducateurs spécialisés qui disait, ce qui est gênant, c'est quand on vous voit de dos, on ne sait pas si c'est des garçons ou si c'est des filles, parce que vous avez tous les cheveux longs, vous avez tous les mêmes pantalons froufrous, les mêmes chemises à fleurs, etc. Bon. Et c'était aussi les mini-jupes. Eh bien, au Neuhof, les filles, comme les filles du Neuhof, comme les filles du centre-ville, pouvaient avoir une mini-jupe sans que personne ne leur manque de respect. Sans que personne ne leur manque de respect. Aujourd'hui, vous imaginez, dans les quartiers populaires, et même au centre-ville, une fille qui se balade en mini-jupe. Voilà. Donc il y a véritablement quelque chose qui a évolué et qui s'est crispé au niveau du genre. Vous avez aussi des travaux remarquables, je pense notamment à une de mes anciennes étudiantes qui est devenue prof à l'université de Tunis, qui s'appelle Meriem Selami, qui vient d'écrire un livre que je vous conseille, qui est un livre magnifique, qui est le plus beau livre que j'ai lu cette année, qui s'appelle « Fille voilée, du corps sacré au corps souillé ».
et elle a interviewé des jeunes filles tunisiennes en Tunisie et en France, qui se voilent, qui se dévoilent, qui se revoilent, qui enlèvent le voile, qui le remettent, etc. etc. Et puis elle a évidemment aussi interviewé quelques garçons tunisiens pour voir leur représentation. Et c'est tout à fait étonnant parce que hein, c'est au presque de l'université Laval. Ça se trouve assez facilement, c'est un livre qui a un beau succès de librairie. Myriam Selami, fille adolescente voilée du corps sacré au corps souillé. J'ai une question. Oui. On avait dit les questions qui sont sur la table. Oui, mais on les... Oui, je termine alors juste. Et donc, si vous voulez, pour le dire vite, ce livre montre qu'il faut arrêter avec les raccourcis simplistes dont on nous a abreuvé à satiété, que c'est infiniment plus complexe, que vous pouvez avoir des typologies d'adolescents voilés extraordinairement différentes, hein, avec notamment dans beaucoup de quartiers populaires en France, des jeunes filles qui se voilent, mais pour qui ça ne pose absolument aucun problème d'enlever le voile à l'école ou à la piscine, etc., mais pour lesquelles c'est extrêmement important de remettre le voile de l'école à la maison, parce que l'espace public les insécure. Voilà. Donc, ces jeunes filles-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, ces jeunes filles-là ne sont pas des musulmanes intégristes, pas du tout. Et parmi ce que montre aussi Myriam, c'est que parmi la typologie de ces jeunes filles, vous avez des féministes. Vous avez des féministes qui sont dans des mouvements beaucoup plus complexes qu'on imagine, de voilement, dévoilement, etc. Et que sans doute, l'hypothèse que dessine son livre, c'est que ceux qui sont les plus en difficulté, c'est les mecs. C'est les mecs qui sont vraiment englués dans des représentations et dans des choses absolument abominables, dont ils ont beaucoup de mal à s'en sortir, ou dont ils auront beaucoup de mal à s'en sortir, alors que les filles sont beaucoup plus dans un processus de sortie. Vous pouvez nous épeler le nom de cette femme? Myriam, alors, Myriam, son prénom, c'est M-E-R-Y-E-M, et Selami, son nom de famille, c'est S-E-2-L-A-M-I. Voilà. Le DNA d'hier, il y en a encore qui traînent après, titrait sur les 50 ans de la mini-jupe, Ouais. avec une photo épatante de deux jeunes femmes en mini-jupe, de dos, face à un vieux monsieur sur un banc public, avec un regard, on ne sait pas trop s'il est concupiscent ou quoi. Il Ouais. les interroger. Non, je pense qu'il y a... Dans l'Alsace aussi. Dans l'Alsace, Oui, oui. ça, Il y a... Alors, je voudrais... les dernières nouvelles d'Alsace. Il nous reste exactement... Il est midi. Donc, en principe, on termine à midi. Pardon? Oui, 55, oui. En tout cas, on avait dit midi 10, hein, on va un petit peu des... Oui. Mais simplement, il faut... Alors, je regrette, je sais qu'on va frustrer les gens. La règle, c'était justement pour pouvoir gagner du temps et engendrer le moins de frustration, c'est de répondre uniquement aux questions qui ont été posées là. Voilà. Hein. Je le regrette, mais voilà, méthodologiquement, c'est pas possible autrement. Ok. J'espère que je répondrai au maximum. Oui. Alors bon, il y avait une question aussi intéressante, c'est comment travailler sur les écarts entre conscience du risque et imaginaire du risque, notamment à travers des projets pédagogiques. Alors évidemment, on peut les inventer et les rites de passage peuvent en faire partie. J'ai vu quelque chose d'assez chouette réalisé par un éducateur qui s'occupait dans un CER, un centre d'éducation renforcée. Peut-être juste un mot d'ailleurs sur les centres d'éducation renforcée. Lorsqu'ils ont été créés en 1999, de manière consensuelle par la droite et la gauche, parce que c'était une idée d'un homme de droite mise en place par une femme de gauche, nommément Jacques Toubon, Elisabeth Guigou, on a appelé ça Centre d'éducation renforcée. En quelques années, curieusement, sans que personne n'y voit rien, n'y voit que du feu, il y a eu un glissement sémantique
qui fait que plus personne ne disait centre d'éducation renforcée, mais tout le monde disait centre éducatif renforcé. Oui, sauf que renforcer l'éducation et renforcer le centre, c'est pas pareil. Voilà. Et on est passé d'une éducation renforcée à un renforcement des centres. Donc, dans un de ces CER, un éducateur assez chouette avait en charge 3 ados qui étaient juste des risques-tout, des jeunes sans aucune limite, mais sans se rendre compte qu'ils prenaient des dangers majeurs. Et il a eu l'idée de leur proposer de faire un saut à l'élastique à Pierre Percé, c'est pas très loin d'ici, voilà. Et je l'ai accompagné. Alors j'ai trouvé que c'était... Alors je ne dis pas que c'est la recette et que c'est ça qu'il faut faire, mais ce qu'il a fait était chouette parce que, d'abord il l'a préparé, il l'a proposé, il n'y avait aucune obligation, et puis il y est allé comme on voit une activité lambda. Quand ils sont arrivés à Pierre Percé, ce que j'ai trouvé très courageux aussi de sa part, c'est qu'il a été le premier à sauter pour montrer aux gamins qu'il n'y avait pas de risque, qu'il y avait un harnachement, etc. Voilà. Moi, j'ai pas sauté. L'observation participante jusqu'à un certain point, quand même. Enfin, bon, voilà. Et donc, après, c'était le tour des 3 jeunes. Et c'était juste extraordinaire ce qui s'est passé. Le premier jeune, l'animateur de Pierre Percé avait à peine le temps de lui accrocher le harnais, il voulait déjà sauter. Donc il a été obligé de le retenir pour terminer de l'arrachement. Puis il a sauté comme ça. Voilà. Le deuxième, il ne pouvait pas se défiler, mais il était mort de trouille. Il s'est approché au bout d'un moment, son honneur était en jeu, il a sauté en appelant sa mère. Mais alors, elle a dû l'entendre à quelques centaines de kilomètres de là. Et le troisième n'a pas réussi à sauter. Et l'éducateur lui a dit, c'est pas grave, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé de sauter, tu sauteras une autre fois, c'était le plaisir de faire une balade tous ensemble. Et après, vous voyez, il a pu à partir de ça reprendre, rediscuter, etc. Je dis souvent, il y a une métaphore, j'ai une petite passion, puisque j'aime pas le foot, il faut bien que je m'en trouve d'autres, c'est la bande dessinée. J'en ai à peu près 6000 chez moi, donc ça devient une addiction. Mais je pense que vous connaissez tous ces héros-là, c'est les super-héros. Les super-héros avec Superman qui arrive aux États-Unis dans les années 50. Voilà. Et puis qui a fait tous les films, et voilà, Batman, et maintenant il y a même Superwoman, Catwoman, etc. Quand vous regardez Superman, c'est une métaphore extraordinaire de l'adolescent. Parce que Superman, quand même, regardez, il fait des trucs de ouf, quoi. Il est capable d'arrêter d'un doigt un avion supersonique, de sauver le monde, enfin, il fait des trucs de dingue, quoi. Ouais. Mais quand il est Clark Kent, il se prend les pieds dans le tapis. C'est Gaston Lagaffe. Et puis alors, petit clin d'œil narquois aux filles de l'assistance. Quand il est Superman, toutes les femmes se pâment. Quand il est Clark Kent, il n'y en a pas une seule qui le regarde. Hein, voilà. Et bien ça, c'est le drame de l'adolescent, et notamment des petits gars. Hein. C'est qu'à certains moments, ils se sentent Superman, ils se sentent invincibles, et à d'autres moments, ils se sentent Clark Kent. Mais putain, comment on fait? Voilà. Hein. Et souvent, d'ailleurs, sur la question de l'amour, parce qu'on demande qu'est-ce qu'ils deviennent ces jeunes. Et bien ceux qui deviennent bien, ceux qui s'en sortent, et il y en a quand même beaucoup qui s'en sortent, le rapport qu'on a rendu en 2007 sur les centres d'éducation renforcée, je vous disais quand même que c'est mission impossible, hein, ce qu'on demande au CER. On demande à des équipes éducatives de prendre des gamins entre 13 et 18 ans, qui ont entre 13 et 18 années de galère, et de placement, et de délinquance, et de choses diverses et variées, avec des profils où on retrouve quand même très souvent les violences subies, les minima sociaux dans les familles, le handicap, etc. J'ai rencontré dans un CER le fils d'un haut fonctionnaire de l'ONU, mais c'était vraiment l'exception qui confirmait la règle. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y en a beaucoup qui s'en sortent. Donc le 2007, en fait, pour le dire vite, 3 tiers. C'est-à-dire on a repris sur 5 ans, de 1999 à 2004,
tous les gamins qui étaient passés en CER pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Grosso modo, un tiers s'en sort magnifiquement bien. Un tiers s'insère professionnellement, restaure des liens avec la famille, reprenne des formations. Ce tiers-là, ça va souvent constituer les anciens, ceux qui vont garder des liens très forts avec les éducateurs du CER, revenir régulièrement, donner de leurs nouvelles, etc. Grosso modo, un deuxième tiers cata, c'est-à-dire des gamins qui, 15 jours après la sortie du CER, se retrouvent devant un juge des enfants, se retrouvent embarqués dans des histoires délinquantes. Et le dernier tiers, qui est le tiers qui nous a fait le plus causer, ce sont des gamins qui ont intégré le rapport à la loi. Ils font plus de bêtises, on n'entend plus parler d'eux, ils font plus de conneries, mais ils vont très mal. Ils vont très mal, ils traitent leurs ennuis. Souvent, ils ont été rendus à leur famille par défaut de structure adaptée, alors qu'on sait que les familles étaient elles-mêmes assez en difficulté. Ce sont des gamins qui s'alcoolisent beaucoup, qui fument beaucoup, et pas que de la cigarette. Ce sont des gamins dont des sociologues ont pu dire avant ils explosaient, maintenant ils implosent. Mais en même temps, si vous regardez ce truc, c'est le coup du verre à moitié plein ou à moitié vide, il y a quand même un tiers de gamins qui en 6 mois s'en sortent bien. Il y a quand même 2 tiers des gamins qui ne posent plus de problèmes sociaux, même si on peut dire que c'est pas terrible. Voilà, donc il y a quand même quelque chose. Et puis ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même 2 choses qui aident ces jeunes, et c'est ce dont ceux qui s'en sortent témoignent. Il y a 2 choses qui aident à s'en sortir. La première chose, c'est quelque chose dont on a besoin tous, et que promeut le rite de passage. Parce que le dernier temps du rite de passage, c'est exactement ça. C'est la reconnaissance. La reconnaissance. C'est pour ça que toutes les expériences pédagogiques où on accompagne des jeunes qui sont fous de hip-hop, fous de rap, fous de tag, etc., à réaliser des œuvres d'art, des spectacles artistiques qui vont leur permettre d'être applaudis par des adultes, c'est juste du bonheur. Voilà. Reconnaissance. Mais ça ne suffit pas toujours. Et il y a autre chose qui est géniale, mais ça, désolé, on n'y peut rien. On ne peut rien y faire. C'est l'amour. C'est l'amour parce que moi, les jeunes que je rencontre et pour lesquels on n'aurait parfois pas parié un copec, ils sont tombés amoureux ou amoureuses, ou ils sont devenus papa ou maman, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrête une spirale. J'ai quand même ce souvenir à la maison d'arrêt de l'Elzo, à Strasbourg, d'avoir un petit attachant, vraiment un grand attachant même, que je connaissais déjà depuis 2-3 ans, qui revenait, c'est-à-dire il n'était pas 15 jours dehors, puis il revenait à la prison, à la case prison, et qui était tombé amoureux lors d'une de ses sorties. Et il était très emmerdé parce que sa copine était dehors, donc susceptiblement séduite par d'autres, donc il fallait lui écrire, mais il était un peu illettré quand même, le gamin. Donc il m'avait pris comme écrivain public. Et je lui disais, mais moi j'écris ce que tu me dis d'écrire. Je ne vais pas écrire à ta place. Donc tu me dis ce que je dois écrire. Et alors je me mordais la lèvre pour pas rire. Mon sucre d'orge, mon étoile des neiges, mon bouton d'or, etc. Enfin, voilà. Mais en même temps, il était véritablement passé à autre chose. Après, évidemment, ce qui est très frustrant pour les enseignants, les éducateurs, les travailleurs sociaux qui travaillent avec des ados, c'est que la petite graine qu'ils ont peut-être plantée sans même parfois s'en rendre compte, ils n'en verront pas les fleurs. Et qu'il y a véritablement dans la question de l'adolescence une question de temporalité qui est hyper importante. Mais par contre, ce qui est important, et ça me permet aussi de répondre à la question aussi comment être adulte, comment avoir envie de devenir adulte, comment avoir une position d'adulte ou une position éducative. Bon, j'en sais pas plus que vous, on fait avec ce qu'on est, on essaye, mais en tout cas, il y a une chose qui me semble importante par rapport à ces adolescents-là que je rencontre beaucoup, qu'on étiquette délinquants, c'est tenir une parole. Et je terminerai peut-être sur une anecdote en espérant avoir répondu à tout.
C'est une expérience vécue à la maison d'arrêt de l'Elzo avec une amie psy, comme quoi vous voyez, les psys et les sociaux, c'est de temps en temps, et donc qui s'appelle Liliane Goldstaub, et qui est une grande spécialiste du sociodrame. Alors je ne rentre pas trop dans le détail du truc, mais l'idée, ça vient de Moreno, c'était de proposer à des jeunes du quartier mineur de filmer une scène sur un scénario qu'ils avaient établi. Très souvent, ce scénario reprenait leurs frasques ou leurs actes délinquants, de le filmer et d'en reparler après. Voilà, avec des règles codifiées qui ressemblent beaucoup au psychodrame. Et notamment, il y a une règle, c'est que évidemment, l'image plus la mise en scène peuvent faire ressurgir des émotions absolument insoutenables chez des gamins qui sont malgré tout très fragiles. Donc il y a une règle, c'est que n'importe quel participant peut, à n'importe quel moment, s'il se sent submergé par l'émotion, dire stop. Il peut se justifier s'il le souhaite, mais il n'est pas obligé de se justifier. Le groupe va passer à autre chose. Et donc un jour, j'anime un sociodrame à la maison d'arrêt, donc avec Liliane, et puis il y a un petit nouveau qui est là, et donc on explique les règles, toutes les règles du sociodrame, dont celle-là. Puis les jeunes choisissent une scène à jouer, on commence à jouer la scène, et puis au bout de 2 minutes, le nouveau dit « stop ». Liliane lui demande tu veux dire quelque chose ? Non, je ne veux pas, stop. Tout le monde accepte, les autres jeunes qui connaissaient bien les règles, pas de problème, tout va bien. Donc on choisit une autre scène, et puis 2 minutes après, le même jeune, stop. Alors là, ça commence à être un peu l'ébullition. Les gamins qui disent ça commence à 2 fois, pas 3, sinon on te casse la gueule à la récré. Voilà. Et puis vous devinez la suite. Toutes les propositions de scénario, le jeune stop. Et là, c'était l'ébullition. Les autres jeunes, vous imaginez, on s'en fout, retourne dans ta cellule, moi je me casse, je ne veux plus y aller, etc. Même quelques adultes de la prison, surveillants, responsables, éducatifs, qui disaient « Oh oui, mais là tu exagères, franchement, non, là ça suffit, quoi, c'est pas sérieux, tu dévoies tout, là, enfin c'est ça. » Bon, et on tient bien, et donc l'après-midi se passe, elle est foutue. Tout le monde part, assez chaud, et au moment où ça prête, moi-même, je me dis merde, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Au moment où on s'apprête à partir, le gamin arrive devant Liliane et lui dit « Je voulais voir si un adulte tenait sa parole. » Et Liliane me dit « Tu vois, on n'a pas perdu notre temps. » Voilà. Et vous voyez à quel point c'est dur de tenir. Ça, c'est le lot quotidien de tous les enseignants, de tous les travailleurs sociaux, même des parents normopathes, avec vos petits adolescents qui ont fait une grosse connerie, mais qui sont très doués 2 heures après pour venir en disant « Je regrette, tu sais, vraiment, mais tu ne me prives pas samedi de sortie, non, je ne le ferai plus. » Voilà, j'espère avoir répondu à tout, j'en suis pas sûr, mais quand même en passant. Merci.